Au cours du conseil des maîtres de rentrée, nous fîmes la connaissance de nos collègues. La maîtresse dont j'ai oublié le nom était une dame à 1 an de sa retraite. Elle enseignait au cours préparatoire. Elle avait une longue expérience de cette classe et elle ne souhaitait pas en changer. Madame Fontaine avait en charge le cours élémentaire première année et elle aussi souhaitait conserver sa classe. Madame Pélaé était en poste au cours moyen première année. Elle avait candidaté au mouvement pour le poste de direction. Je l'avais devancée au barème. Je vis qu'elle était déçue et je compris que je devrais me méfier d'elle. La suite des événements me donna raison. Seul le cours élémentaire deuxième année et le cours moyen deuxième année restaient disponibles. Joliane assura le premier et moi le second. D'emblée, comme je l'avais fait en arrivant à Lagore, je posai la question rituelle. Souhaitez-vous que l'on se vouvoie ou que l'on se tutoie? J'attachais beaucoup d'importance à cette mise au point de départ. Je ne participais pas au choix. Je laissais mes collègues libres de leurs décisions. Elle était souvent en relation avec les expériences passées. Elles choisirent le vouvoiement pour des raisons sûrement diverses. Je respectais leurs souhaits. Je m'enquis ensuite de la façon dont était organisé le service de surveillance, la distribution des fournitures et tous ces petits détails qui jalonnent le quotidien et permettent une bonne ou moins bonne cohésion d'une équipe pédagogique. J'appris que Madame Paulet, la directrice que je remplaçais, tenait sous clé les fournitures et qu'elle décidait seule de l'achat ou du renouvellement des manuels scolaires. Mes collègues adjointes n'avaient pas leur mot à dire, même pour l'acquisition du matériel collectif. Madame Paulet avait eu le bon goût de ne pas commander les fournitures de rentrée. J'avais donc à ma disposition la totalité de la somme allouée par la mairie pour réaliser les achats nécessaires à la bonne marche de l'école. Je demandai à mes collègues d'établir au mieux la liste des matériels dont elles auraient besoin en tenant compte du nombre d'élèves inscrits dans leurs cours. J'avais vérifié le stock des cahiers. Il en restait très peu. Lorsque j'eus leur liste, je pris soin de commander, en prévoyant une marge suffisante pour pallier une erreur d'appréciation de leur part ou une augmentation d'effectifs en cours d'année. J'allais leur faire confiance. Je leur expliquai que l'armoire aux fournitures serait dorénavant libre d'accès et que je leur faisais crédit afin qu'elles puissent venir se servir en fonction de leurs besoins. Il serait inutile, comme les années passées, de venir me demander l'autorisation. Je comptais sur la responsabilité de chacune pour que ce système fonctionne normalement et perdure. Je n'eus pas de mauvaise surprise. La première année fut un peu plus délicate que les autres, mais au fil des années suivantes, je pus, petit à petit, augmenter le stock et nous n'eûmes jamais de rupture dans notre approvisionnement. Pour la surveillance des récréations, en accord avec elle, je proposai que nous adoptions le calendrier que nous avions mis en place à Lagore. Comme nous étions 5, cela facilitait la mise en place d'une surveillance à la journée. Chacune avait ainsi une journée bien définie, et je me réservais le samedi matin, puisque depuis quelques années, l'après-midi était jour de congé. Par contre, en cas d'absence de l'une d'entre elles, et en attendant qu'un remplaçant soit nommé, j'assurerai la surveillance de la personne absente. Cela sembla convenir à tout le monde. Le jour de la rentrée, j'avais soigné ma présentation. Exceptionnellement, j'avais mis mon costume couleur crème, col Mao. J'étais également affublé d'un collier que je m'étais laissé pousser depuis quelques années. Traditionnellement, le directeur ou la directrice faisait l'appel le premier jour pour accueillir les élèves et pour s'assurer des présents et des éventuels absents. Il arrivait tous les ans que certaines familles déménagent au cours de l'été.
Il fallait que je fournisse les statistiques à l'académie dans la journée. Pour certaines écoles, les ouvertures et les fermetures de postes étaient fonction de ces remontées de recensement. Les parents assistaient à l'appel et ne ressortaient que lorsque tous les élèves avaient été appelés. Cela me permettait, au passage, de m'assurer qu'aucun n'avait été oublié. Face à moi, j'avais les représentants des familles les plus huppées de La Rochelle. Nous étions 3 écoles à ne pas avoir de secteur scolaire pour l'inscription des élèves. Réaumur, Massiou et Valin permettaient aux nombreux cadres qui travaillaient à la préfecture et dans les différentes administrations de la ville, ainsi qu'aux commerçants et aux professions libérales, d'inscrire leurs enfants à La Rochelle, même si la plupart n'habitaient pas en ville, mais le plus souvent dans les localités environnantes. J'avais donc tout intérêt à faire bonne impression dès le premier contact. J'appris, quelque temps après, qu'une de mes élèves du cours moyen 2e année, une gamine toute mignonne et très timide, avait dit à sa maman, en sachant que c'était un homme qui assurerait la direction: « J'espère que ce ne sera pas un barbu, maman. » Ma première année d'enseignement à Valin ressembla étrangement à celle que j'avais connue au Treuil des filles. J'allais devoir batailler pour que les gamins se disciplinent. Certains enfants s'imaginaient que la situation professionnelle de leurs parents leur permettait de s'affranchir des règles de politesse ou d'obéissance. J'eus besoin, peu après mon arrivée, de convoquer la maman d'un garçon dont les parents tenaient un café-restaurant sur les quais du Vieux-Port. Il était particulièrement odieux avec moi. J'expliquai à la maman que je n'acceptais pas ce genre de comportement. Le gamin était assez fourbe et il fallut plusieurs rappels à l'ordre pour que son comportement redevienne acceptable. Une autre année, j'eus également un garçon qui me posa problème. Le maire de La Rochelle, Michel Crépeau, s'était mis en ménage, puis remarié avec la femme du secrétaire de mairie de Lagore. Elle avait un garçon qui vivait avec elle. Il était inscrit dans mon établissement. Il était, lui aussi, particulièrement odieux. Lorsqu'il était insolent, je le reprenais, et il me disait « J'irai le dire à Michel ». Il pensait que le député-maire interviendrait en sa faveur et me causerait des ennuis. La situation se dégrada tellement entre nous que sa mère finit par le retirer de l'école et alla l'inscrire à l'école Massiou, pensant qu'il deviendrait plus raisonnable. Quelque temps après, je téléphonai à ma collègue directrice pour lui demander quel était son comportement. Rien n'avait changé, il était toujours aussi odieux avec les enseignants. J'avais proposé à mes collègues de m'organiser comme à Lagore et de prendre en charge, à tour de rôle, les élèves du cours élémentaire 2e année et du cours moyen 1re année en éducation physique. À la place, je leur confiais à l'une l'enseignement du dessin et de l'éveil à la biologie, à l'autre l'éveil musical, le chant et la poésie. Ma proposition leur plut. Je pus ainsi m'apercevoir que les enfants n'avaient jamais pratiqué la gymnastique avant mon arrivée dans l'établissement. Ils ne savaient même pas attraper une balle ou un ballon. J'eus beaucoup de travail la première année. Mon collègue, conseiller pédagogique pour l'éducation physique, était passé me dire bonjour et il m'avait dit « Quelle idée tu as eue de venir t'enterrer à Valin? Tu vas regretter ton stade de Lagore. » Il est vrai que la situation n'était pas idéale. Il y avait bien une aire de jeu à notre disposition, mais elle était située entre le boulevard Joffre et l'avenue de la Porte-Royale, au pied du centre médico-scolaire. Pour y aller à pied, il y avait environ 20 minutes de marche, et il fallait traverser plusieurs rues où la circulation était dense. J'abandonnai l'idée d'y aller. Je n'allais pas pour autant capituler. L'école Valin était un des plus anciens établissements de la ville. C'était autrefois l'école supérieure de jeunes filles. De l'extérieur, on traversait la loge de la concierge par un couloir qui nous menait directement sous une partie couverte, comme le sont les arcades, le long des rues du centre-ville. Puis on arrivait dans la cour intérieure, bordée tout autour par les bâtiments de l'établissement. Une partie des classes se situait à l'étage, sous une galerie bordée d'une rampe de fer. Je décidai d'utiliser la configuration des lieux
pour organiser un parcours tel que nous en avions l'habitude sur la piste du stade de la Gore. Je pus ainsi leur faire pratiquer la course de régularité. Je fis l'acquisition d'un tapis pour le saut en hauteur. Je pus le stocker dans une toute petite salle de sport où une corde suspendue au plafond me permit là aussi d'apprendre aux enfants le grimpé de corde. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez chercher la vidéo numéro 100 dans la playlist orthographe. C'est un court extrait du film que j'ai tourné la dernière année de ma présence à Valin. On peut y voir une brève scène montrant une séance de saut en hauteur sous le préau de la cour de l'école. Pour le sport collectif, j'utilisais aussi les bonnes vieilles techniques du ballon prisonnier. J'eus aussi l'opportunité de faire l'achat de matériel de hockey sur gazon. Nous pouvions y jouer par équipe dans la cour recouverte de bitume. Madame Delarue, l'inspectrice qui me visita pour la dernière fois en 1991, marquait sur son rapport. Athlétisme en cours de récréation, peu adapté, mais M. Berland ne prive pas les élèves de ces séances très motivantes pour cette seule raison. Course de relais individuelle, puis par couple. Grimper, corde, prestations adaptées aux possibilités de chaque élève. Quelques-uns ont besoin d'une aide ou de conseils techniques, position des pieds. M. Berland annonce toujours les scores obtenus pour les élèves qui peuvent prétendre à cette compétition. Ballon prisonnier, à partir des règles de base, des règles spécifiques à la classe, conçues dans le but d'une sensibilisation au sport collectif. Jeu intense, bon réflexe éduqué. La compétence de M. Berland est indiscutable. Il fut longtemps adhérent à l'UCEP et en a gardé les techniques de bon apprentissage. Enfin, je n'abandonnais pas la voile scolaire. Durant les 13 années passées à Valin, j'emmenais ma classe pratiquer cette activité sportive. L'un des moniteurs avec qui je travaillais, Marc Tiercelin, participa à la 3e édition du Vendée Globe et se classa second en 1997.